Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker, de partager. Tu vas raconter une histoire, tu envoies ta demande ici en direct et tu vas pouvoir monter, nous raconter ton histoire. S'il te plaît, quand tu montes, évite de tirer de long en large, va droit au but, évite de mentionner le nom des gens. Tout ce qui peut faire t'identifier, évite de mentionner ça, ton nom, le nom de celui dont tu racontes l'histoire. Évitons. On n'a pas le nom des bars, des restaurants, des hôtels, des entreprises en général. On peut carrément dire que, OK, ça s'est passé dans un bar à Bonamoussadi. Point. Il y a plusieurs bars là-bas. Donc, pas besoin d'entrer dans le détail que, voilà, le bar là, c'est la toiture le gars s'appelle Alex, et puis il y a le maçon qui vient. Non. Évitez trop de détails. Voilà. Je pense que c'est tout. On va commencer. Donc, ici, c'est les histoires mystiques, s'il vous plaît. Pas des histoires d'amour. Hein? On va commencer. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir DMG, bonsoir à tous. Je voulais, avant de raconter ma petite histoire, je voulais confirmer l'histoire de la dame qui vient de raconter l'histoire du monsieur qui s'est transformé en serpent en lunettes là. Pour dire que c'est une histoire vraie. Ça s'était passé à l'époque de ma mère. Parce que ma tante avait, en fait, elle avait une photo. J'avais 10 ans à l'époque, aujourd'hui j'ai 35 ans. J'avais 10 ans à l'époque, j'avais vu cette photo dans ses albums et je l'avais demandé, en fait, vrai, toute la tête. C'est tout, tu vois, vers de la nuque là, il y a le serpent et tout le corps. C'est juste le visage là et les lunettes qu'il avait. Donc tout, en fait, c'est la partie où il a versé de l'eau qui s'est transformée. Et la photo était vraiment réelle. C'était une photo de l'époque noir en blanc. Je t'assure, c'était une vraie photo. À l'époque, j'avais 10 ans. Donc l'histoire qu'elle raconte, c'est une vieille histoire et c'est une histoire réelle qui s'est passée. Donc, bref. Je vais raconter une petite histoire que ma mère m'a racontée, qui s'était passée dans notre village à l'époque. Il y avait un monsieur qui vivait dans ce village avec sa femme. Et ce que les gens racontaient, ce monsieur était vraiment méchant. C'était un monsieur qui était très méchant. Donc du coup, il y a eu une fois, en fait, il se plaignait à chaque fois. Il y avait un petit trou dans sa maison, puisqu'à l'époque, dans les villages, c'était les maisons en terre battue. Donc, les serpents pouvaient rentrer, les insectes pouvaient rentrer aussi facilement dans les maisons. Donc, du coup, il avait un trou qui se plaignait à chaque fois. Donc, à chaque fois qu'il fermait le trou, il revenait, le trou était toujours ouvert. Il refermait le trou était souvent ouvert. Donc, tout il se plaignait, il disait à sa femme, mais je ne sais pas, à chaque fois, il y a quelque chose qui sort de là, mais on ne sait pas c'était quoi. Donc, un jour, c'est comme ça que le monsieur s'est arrangé. Il a mené ses enquêtes, il s'est caché pour voir, en fait, ce qui sortait de ce trou-là. C'était un grand trou. Donc, du coup, un jour, il s'est caché. Il a observé pendant des heures. Et du coup, il a vu sortir dans ce trou un gros serpent. Le serpent est sorti du trou. Le serpent est parti. Et dès que le serpent est parti, le monsieur a vu comment le serpent est parti. Après, il a eu une idée. Il s'est dit, ah ouais, donc c'est ce serpent-là qui vient me perturber à chaque fois ici. Il va voir, je vais lui faire un coup. Donc le monsieur est allé, il a laissé passer, il est allé acheter le ciment, le sac de ciment. Il a préparé toutes ces choses dans la tête. Il a encore fait le même geste, il s'est caché. Il a vu comment le serpent est parti. Et il est resté, il a attendu jusqu'à ce que le serpent est revenu en fait. Il n'a pas bouché le trou, pardon, pendant que le serpent était parti. Donc son idée en fait, ses intentions étaient de boucher le serpent dans ce trou en fait. Voilà. Et c'est comme ça que le monsieur s'est caché. Quand le serpent est revenu, parce que le serpent allait chasser, et le soir, il venait dormir dans ce trou-là. C'est comme ça que quand le serpent est revenu, il est rentré dans le trou, le monsieur a pris le ciment, il a cimenté la place en fait. Il a bien cimenté l'endroit, donc il a bouché le serpent dans ce trou-là. Mais chose qu'il a oublié, c'est que le serpent, c'était une femelle. Et du coup, elle avait ses petits qui étaient dans ce trou. Donc elle les nourrissait, elle allait chercher à manger et elle les nourrissait. Donc, le serpent était dans ce trou. Donc, quand il a bouché le trou, il a tout bouché. Et le serpent et ses petits qu'il a bouché dedans. Donc, le temps est passé, les mois sont passés, les années se sont passées. Le monsieur s'est marié. Et quand le monsieur s'est marié,
À chaque fois qu'il fait un enfant, il faisait des filles. Quand il fait une fille, la fille sortait, c'était des belles filles, mais les filles ne voyaient pas. Elle avait des petits yeux. Quand je te dis les petits yeux, c'est vraiment les petits yeux. Donc, toutes avaient des petits yeux. Elles étaient comme si elles étaient un peu mongoles, mais belles. Des beaux cheveux, des longs cheveux, des belles filles, 1m50, 1m80, mais elles avaient tous le même problème. Il avait 6 filles. Donc, moi, comme tellement je suis curieuse, une fois je suis allée en vacances au bled, au village, et c'est comme ça que je demandais à ma mère, mais je connaissais les filles, c'était nos voisins. Je dis à ma mère, mais pourquoi ces filles sont belles et elles ont ce problème? Donc, aucun homme ne les épousait. Elles avaient déjà plus de l'âge, mais aucun homme ne les épousait. Et c'est comme ça que ma mère m'a raconté cette histoire en disant que voilà ce que le monsieur a eu à faire. En fait, c'est comme si le serpent l'avait maudit. Et on disait que c'était pas un serpent normal, c'était un génie. Donc, lorsqu'il a fait ça, le génie l'a maudit. Donc, toutes les filles qu'il a eues avaient ce problème-là. Et du coup, sa femme était allée voir des charlatans. Et c'est le charlatan qui a relaté l'histoire, en fait, que le serpent qu'il avait bouché pendant des années, ce serpent était un génie. Et du coup, le serpent a maudit sa progéniture. Donc, toutes ces filles sont là jusqu'aujourd'hui au village. Elles ne se marient pas. Elles sont belles, mais il n'y a aucun homme qui a le courage d'aller les épouser parce qu'elles ne voient pas. Quand elles sont en face de toi, elles font les yeux comme ça. En fait, elles ont du mal à l'ouvrir. Tellement elles sont petites qu'elles ont du mal à l'ouvrir pour te regarder. Donc, il est là avec ses filles versées à la maison. Il n'y a personne pour les épouser. Donc, c'est un peu ça ma petite histoire. Pour dire aux gens de faire très attention à la méchanceté gratuite. Franchement, ça n'apporte rien. Voilà, c'est un peu ça. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Bonsoir, DMG. Bonsoir. Je vais parler d'une jeune fille sorcière. En fait, la jeune dame, je vais l'appeler Annick. Bon, la maman d'Annick était avec son papa. Et quand Annick a eu 3 ans, le papa est décédé. Donc, quand le papa est décédé, la maman est restée dans la famille du papa au village. Et à un moment donné, il fallait qu'elle revienne en ville pour se chercher. Donc, elle a laissé Annick avec sa grand-mère. Et elle est venue à Abidjan pour chercher du travail. Et à chaque fois, quand elle pouvait, elle allait voir sa fille chez sa grand-mère là-bas. Elle ramenait de l'argent et tout. Donc, quand elle est restée un moment à galérer, puis après, ça commençait à marcher pour elle. Elle avait même monté une petite structure C'était au moment où il y avait le téléphone, Internet, qui avait commencé à sortir les portables. Donc, ceux qui avaient fait les cyber s'en sortaient vraiment bien. Et comme ça commençait à marcher, elle a pris une maison à Abidjan et puis bon, elle est partie maintenant prendre sa fille, Annie, qu'elle avait laissée chez sa maman, chez sa mamie au village. Et elle vivait avec la fille. Mais la dame va remarquer que, quelque temps après, toutes ces activités, rien ne marche. Sa structure même avait carrément commencé à péricliter jusqu'à fermer. Et elle a dû ramener, du coup, la petite au village pour encore recommencer à zéro. Et quand elle a ramené sa fille au village, elle a commencé les prières et puis elle s'est battue encore. Cette fois-ci, elle a même eu à avoir des pressings, des boutiques et tout. Et elle va chercher sa fille au village pour venir vivre avec elle et elle présente ce qu'elle a construit à sa fille. La dame se rend compte que, quelque temps après, tout commence à péricliter. Et c'est là que sa fille va venir vers elle pour dire, bon maman, vraiment, il faut que je t'avoue quelque chose. D'elle-même, elle vient dire à sa maman, maman, il faut que je t'avoue quelque chose. C'est moi qui suis à la base de ce que tu échoues, de ce que tu arrives à mettre sur pied. Après, ça échoue parce que voilà, on me prend la nuit pour aller s'envoler et tout. Bon, elle a resté sur ça comme ça. Elle n'a pas été vraiment, ses aveux n'ont pas été vraiment convaincants. Elle s'est plutôt posée en genre comme si elle était victime de quelques mystères nocturnes. Donc sa maman l'a prise, elle l'a amenée dans une église. La fille a dit que bon, elle était délivrée. Sa maman a recommencé encore, elle a monté encore des business et tout.
C'est sa fille, elle va faire comment? Donc, elle récupère sa fille. C'est pas qu'elle récupère sa fille encore. Tout s'écroule. Et quand la maman lui demande, elle dit à sa maman que oui, effectivement, c'est elle. C'est elle, qu'elle est dans la sorcellerie. Elle a été initiée par sa grand-mère et que c'est elle qui met tout ce que sa maman fait là au sol. Donc, sa maman a dit, ah, cette fois-ci là, c'est la fois de trop. Quand tu étais petite, tu as fait ça une fois. Tu as fait la une deuxième fois. Maintenant, tu as 16 ans, tu es une femme, c'est fini. Toi et moi, c'est fini. Et tout, c'est plus la peine. Et quand sa maman lui a dit ça réellement, elle lui a dit ça ouvertement. Donc, la fille, elle était quand même dépitée. Du coup, il y avait un jeune dans son quartier, un beau jeune homme. Comme elle n'avait plus d'endroit vers qui se tourner, donc elle était déjà fan du gars. Donc elle passait comme ça un jour, elle a vu le gars, et puis elle a soufflé une poudre mystique. Et quand elle a soufflé la poudre mystique, le gars l'a abordé, il a essayé de la draguer, bon, elle a essayé de jouer les petits au moins 2 minutes comme ça, et puis elle a accepté. Ils ont galéré jusqu'à, finalement, ils se sont mariés. Donc, quand ils sont mariés, ils fréquentaient une communauté à l'église, comme dans une église. Et puis, le pasteur a dit, il a appelé de côté, puis lui a dit, ma fille, est-ce que tu n'es pas dans la sorcellerie? Elle dit au début, elle a nié. Puis le pasteur a dit, moi, je suis un homme de Dieu, je vois que tu es dans la sorcellerie. Donc, elle a dit, ok, d'accord. Et puis le pasteur a dit, bon, ils vont commencer des séances de prière aussi. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait un jour? Il y avait un agapé à l'église. Elle a préparé et puis elle a envoyé à l'église. Le pasteur a mangé. Elle a tué le pasteur. Et en temps, le pasteur, lui, n'a pas gardé ça. C'est qu'il s'est confié à son second. Et c'est le second maintenant qui a dit, ah, c'est que si le pasteur, moi, il y a anguille sous roche, il va falloir que la fille passe aux aveux. Et c'est ce scandale-là qui a fait que finalement, ils se sont retrouvés dans un camp de prière. Et c'est dans le camp de prière, là, elle va faire tous ses aveux, comment elle a détruit sa maman, sa maman avait réussi à faire un garçon. Parce qu'elle avait d'abord rendu sa maman stérile. Et après, sa maman, par les prières, elle a réussi à faire un garçon. Et le jeune garçon, il aimait beaucoup sa soeur. Donc, quand sa soeur est venue les voir à la maison, il a pris son polo, son t-shirt pour polo qu'il a offert à sa soeur. Alors que sa soeur, elle voulait que l'enfant lui donne qu'elle aille travailler. L'enfant était en classe d'examen, elle est partie travailler le polo. Et l'enfant a échoué à son examen. Puis il avait pensé même à perdre la tête. Et c'est comme ça. En fait, pour se marier, son mari, elle avait anéanti spirituellement. De telle sorte que le gars, il a épousé même jusque légalement. Pourquoi je parle de cette histoire? C'est pour dire que dans une relation dans laquelle tu es, même si elle est spirituelle et que tu te sens attaché quelque part, ton subconscient te parle. Tu te rends compte que chacun, ceux qui sont sur ce panel aujourd'hui, là, ils réfléchissent. Hein. Tu es dans une situation, tu es avec quelqu'un, mais toi, tu te poses la question de savoir, ah, bon, à 14h, tu es fan. À 15h, tu t'interroges. Mais je fais que celui-là même. Toutes les situations mystiques, toutes les unions mystiques, tous les mariages par contrainte mystique, il y a cette conscience-là qui s'éveille par moment. C'est-à-dire, elle est furtive, mais elle s'éveille. Et toi, tu sais que tu n'es pas à ta place, mais ce qui te manque, c'est la volonté de faire quelque chose. Donc, à chaque fois que, je n'ai pas dit, bon, vous-même faites ça aussi, hein, mais il faut vraiment faire attention. C'est pas parce que tu es en parle avec ton mari, mais de manière naturelle, à froid, tu sais que tu n'es pas à ta place. Quand tu sais que tu n'es pas à ta place, il faut te mettre à prier. Parce qu'il y a la corruption sentimentale qui se fait du côté spirituel. On peut t'attacher à une personne qui n'est pas ton âme sœur. Il n'y a que la prière. Je vais chanter ça. Je vais répéter ça. Mais il y a que, moi, je connais que la prière. Il n'y a que la prière. Parce que tenez-vous bien que je me place bien. J'ai une amie camerounaise.
les Camerounaises du Nord, là, qui frappent les courriers et tout. On était ensemble ici à Paris. Ici. Elle m'a dit une chose. Son grand-père, c'est un grand mystique. Son grand-père lui a dit que normalement, quand une femme est mariée à un homme et que la femme, par des pratiques mystiques, attache l'homme du moment où ils sont mariés, quand vous allez consulter là, personne ne va voir parce qu'on se dit que la femme le fait parce qu'elle aime la personne. Mais ça n'est pas facilement visible. Mais ça vous dit que, mais toi qui es victime de ça, toi qui es dans ce mariage par contrainte spirituelle là, tu peux le savoir et tu le sais. Je parle parce que moi-même j'ai vécu ça. Tu es là, tu te dis, mais c'est pas ma place. Bon, ça passe peut-être à 14h30 comme ça pendant au moins 1 minute et puis après tu es là. Tu n'as pas la volonté de te sortir de ça. Mais il n'y a que Dieu. Parce qu'en toute chose là, quand tu prends une décision pour te dire que je vais quitter dans cette situation-là, Dieu va t'aider. Donc, priez pour vos choix sentimentaux, pour vos choix amicaux. Priez parce que quand tu ouvres tes 6 mètres carrés à quelqu'un, il a toute la latitude pour te détruire. Et comme on ne peut pas voir, tout le monde n'a pas les 10 yeux, mais les 4 yeux, le miroir qu'on a pour voir ce qui est derrière, c'est la prière. Tu es musulman, il faut prier. Tu es chrétien, il faut prier. Ne fais plus de choix comme ça à l'aveuglette parce que c'est le sentiment. Même le sentiment, là, il est corrupteur. Bon, voilà. Je reviendrai tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup. Je t'en prie. Et oui, la prière, c'est ça aussi, c'est la base. Hein. Et aussi, faites tout pour avoir votre maman dans votre camp. C'est-à-dire que si tu es un homme, fais tout pour que ta mère pose tes genoux au sol régulièrement pour prier pour toi. Parce qu'avec ça, tu es protégé à 9000%. C'est-à-dire que si tu as une maman qui parfois se met à genoux comme ça, dit que mon enfant là, c'est mon enfant. Touchez pas à mon enfant. Qui va te toucher? Qui? Mais comme on a la nouvelle génération, ah, elle a vécu sa vie là-bas, j'ai vu ma vie là-bas, voilà, elle a... Même pour les femmes, hein, j'ai juste dit les garçons, parce que les garçons, généralement, c'est la réalité qu'on vit, on vit à 1000 à l'heure, on n'a pas le temps pour la famille. Mais quand tu as une maman qui prie pour toi régulièrement, allez, pour que quelqu'un te prenne, ça va se mettre le remix, peut-être entre ton frère, ton père, tes oncles qui sont mis ensemble pour te prendre. Mais c'est ta mère derrière toi. Allez, beaucoup. Bonsoir Nancy. Bonsoir DMG, merci de me faire monter. Bonsoir à toute la communauté DMG également, vous m'entendez? Oui, mais tu utilises les écouteurs? Non, je n'utilise pas les écouteurs. Ok, allons-y. Oui, alors l'histoire, c'est l'histoire d'une jeune dame. On va dire, le titre c'est « Je suis rentrée dans une secte sans le vouloir ». Ok. Voilà. Alors, on va appeler la dame, elle s'appelle, on va l'appeler Manuela. Bon, Manuela, c'est une jeune fille qui a appris au Gabon. Bon, elle a fait des brillantes études, elle a eu son bac, elle allait apprendre dans un pays. Est-ce que tu peux ramener c'est comme si tu mets la main sur ton micro. Tu mets la main sur le micro. Non. Ok, attends, je vais parler plus fort. Oui. Donc, Manuela, elle a fait de brillantes études, comme je disais. Elle a continué après son bac, elle est partie à l'étranger. Et elle avait toujours voulu revenir au Gabon pour travailler. Voilà, pour travailler. Alors, elle est revenue quelques années plus tard avec son diplôme. Elle a déposé un peu partout. Et chance, elle a eu un stage dans un ministère, un bon ministère en tout cas. Donc, elle était heureuse, ses parents étaient heureux pour elle. Alors, elle a débuté le stage 3 mois et on a renouvelé. Bon, elle était contente parce que si on renouvelle, c'est que c'est bon. Mais elle a constaté qu'au bout d'un an, elle était toujours en stage. Elle était en stage. Attends. Supérieur hiérarchique. Nancy, ton histoire a vraiment l'air intéressante, sauf que ton volume n'est pas bon. Est-ce que tu peux mettre le téléphone comme ça, oublie de regarder ce qui se passe à l'écran là. Mets seulement le téléphone près de ta bouche comme ça. Oui,
Oui, c'est près de ma bouche. Attends, je vais enlever le tuyau. Voilà, vous m'entendez mieux? Ouais, c'est beaucoup mieux. Voilà. Donc, elle se rend compte qu'au bout d'un an, elle n'a toujours pas été intégrée. Par contre, il y a des stagiaires, il y a 3 mois, qui ont été intégrés devant elle. Donc, elle était un peu triste. Elle se posait des questions comme, mais attends, mon supérieur me félicite tout le temps, il apprécie mon travail, qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est maintenant au bout d'une fête, je pense, le 1er mai comme ça. Vous savez que dans les entreprises, le 1er mai, ils ont toujours des petites fêtes et tout ça. Donc, ils sont allés à la pointe fêter le 1er mai là-bas. Ils sont allés à la pointe. Comme elle était plus proche, elle était proche d'une jeune dame. Elle était proche d'une jeune dame, on va l'appeler Brigitte. Donc, pendant la fête du 1er mai, elle était triste. Il y avait des collègues qui s'amusaient et tout ça. Elle était un peu triste. Ça faisait déjà un an et 6 mois ou 5 mois comme ça qu'elle était toujours en stage. Regarde, il y a toujours d'autres gens on n'arrive pas à suivre vraiment ce que tu dis, hein. C'est très bas. Est-ce que tu peux descendre et monter encore? Oh, ok, attends. Bonsoir Fanta. Bonsoir DMG. Le volume n'est pas. Vous m'entendez pas? Non, c'est bon. C'est bon? Très bien. Je suis un peu trippée là, mais bon. Mon histoire est un peu très courte, mais je vais la raconter quand même. C'est une histoire que moi-même j'ai vécue en France ici. En fait, j'habite dans un quartier où j'étais pas loin de chez ma cousine en fait. Et j'ai été rendre visite à ma cousine. L'histoire date de près de 2 ans. J'ai été lui rendre visite, pas loin de mon quartier, hein. J'ai été lui rendre visite. On avait ce qu'on dit souvent, les petites tontines du mois. Donc, on fait les petites tontines, tout et tout. Donc, quand moi, j'ai été donner mon argent, elle m'a dit, il y a une dame malienne qui était passée à la veille, lui demander de l'argent pour que ma cousine lui prête de l'argent. Et ma cousine lui aurait dit qu'elle n'a pas l'argent. Et la femme a su que ma cousine avait de l'argent, mais qu'elle a refusé de lui prêter de l'argent. J'ai dit, mais attends, elle n'est pas dans la tontine, comment elle veut que tu lui prêtes de l'argent? Elle me dit, non, moi je lui ai refusé que je n'ai pas d'argent. En fait, la femme n'était pas contente du fait que ma cousine a refusé. En fait, peut-être que l'esprit de la femme n'était pas content du fait que ma cousine a refusé de lui prêter de l'argent. Elle a su en fait que ma cousine avait de l'argent, mais qu'elle a refusé de lui prêter de l'argent. Mais elle n'était pas obligée de lui. J'ai dit, mais tu n'es pas obligée de lui prêter de l'argent. Elle t'a demandé de l'argent, tu n'es pas obligée. Et du coup, je ne sais pas si elle a entendu ce que ma cousine et moi on a dit. Je lui ai dit, mais elle t'a demandé de l'argent. Même si tu ne lui donnes pas, si tu lui prêtes pas de l'argent, c'est pas bien grave. Elle dit, mais elle n'arrête pas de m'appeler. Je lui dis, mais j'ai pas d'argent. Elle insiste, je comprends pas. J'ai dit, mais tu n'as pas, tu lui donnes pas. Moi, je prends ma route. On n'est pas loin, hein. On est presque dans le même quartier. On n'est pas loin. Elle est à 10 minutes de chez moi quand je marche pour aller chez elle. C'est une rue seulement qui sépare nos 2 petites villes. Mais elle est à 10 à 11 minutes de chez moi à pied. DMG, ce que je suis en train de te dire ce soir-là. Je sors de chez ma cousine. J'habite presque près de 6 ans, 7 ans dans le même quartier. Je sors de chez ma cousine, je prends la route et je te dis que DMG, ça dit en fait, je me perds. Le quartier que je connais depuis longtemps, que j'habite là. DMG, je me perds dans le quartier et je ne sais pas où je me retrouve. Je regarde les rues, je vois son immeuble, mais je ne retrouve pas la rue où je me trouve. Je prends mon téléphone, je rappelle ma cousine. Je dis, mais je suis perdue, je ne sais pas où je me trouve. Elle me dit, mais comment ça? J'ai dit, mais je suis perdue. J'avais l'impression que, je ne sais pas si c'est un esprit qui m'amenait, je ne sais pas où, jusqu'à aujourd'hui. Je ne peux pas expliquer aux gens.
Je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui. Pourtant, elle a 11 minutes à pied de chez moi. On se fréquente tout le temps. Je ne sais pas si c'est la dame qui... La dame, le fait qu'elle a... Je ne sais pas si elle a entendu ce que ma cousine et moi, on a dit, qu'elle a fait un truc pour que je me perde jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas. J'ai tourné dans le quartier. J'ai marché, j'ai tourné dans le quartier. Au point où je me suis retrouvée très loin de mon propre quartier. Jusqu'aujourd'hui, l'histoire là. Je ne sais pas si c'est la dame là qui avait entendu ce qu'on avait dit ou bien si c'est quoi, jusqu'aujourd'hui. Pourtant, ma cousine habite à 11 minutes à pied. C'est comme si tu vas derrière quelque part et puis tu reviens vite. J'ai dit, j'étais perdu. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas ce qui s'est passé jusqu'aujourd'hui. J'ai tourné dans le quartier, me retrouver loin. C'est comme si j'étais guidée, en fait. Si c'est quelque chose qui m'emmenait loin du quartier. Dans la France, ce n'est pas au village, hein. Dans la France, il y a des choses qui arrivent que tu te poses des questions, tu dis, mais comment? Jusqu'à aujourd'hui, je me pose la question, qu'est-ce qui a pu se passer ce jour-là? Je ne sais pas. Je n'ai pas bu l'alcool et rien du tout pour dire que je suis perdu. Le quartier que je me dis depuis des années, j'étais perdu. Quand on dit, c'est-à-dire, c'est comme s'il y a quelque chose qui m'amenait quelque part, mais je ne saurais dire, je ne sais pas, jusqu'à aujourd'hui. Il y a des choses qui t'arrivent, tu te dis, mais comment c'est arrivé, mais tu ne peux pas expliquer. J'appelle ma cousine, elle me dit, mais tu rigoles ou quoi? Il dit, mais je suis perdu, je ne sais pas où je me trouve. Elle dit, mais tu es perdu comment? Il dit, je suis perdu. C'est comme si quelque chose me tirait loin. Et après, maintenant, le temps que je me rends compte que c'est comme si je me suis réveillé un coup en vie quelque part. Maintenant, je suis devant une école là, une école qui est très loin de mon quartier. Après de 30 minutes à pied de mon quartier. J'ai dit, mais je me suis retrouvé ici comment? Jusqu'à aujourd'hui, DMG, je te dis, je me pose la question, comment ça s'est passé? Ou c'est la femme là, le fait qu'on lui a pas donné l'argent, ou elle a entendu ma cousine et moi notre conversation jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai pas compris. C'est pour vous dire que les esprits là, c'est pas seulement chez nous, hein. Il y en a même en France ici. Il y a de mauvais esprits ici. Ça marche partout. Souvent même tu te perds, tu ne comprends pas. C'était mon histoire. Donc voilà un peu quoi. C'était vraiment bizarre jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà un peu mon histoire. D'accord. Bonsoir tout le monde, bonsoir DMJ. Bonsoir. Bon, moi j'ai une courte histoire. Ça s'est passé au Gabon. C'est ma meilleure amie qui m'a expliqué ça. Ça s'est passé dans sa famille. En fait, il y a un village dans le Gabon. Je ne vais pas donner le nom du village. Donc, sa grande sœur et une de ses petites sœurs étaient allées passer les vacances là-bas. Donc, en allant passer les vacances au village, au matin, on part souvent dans les plantations. Donc, elles sont allées en plantation et tout ça là. En partant, la grande sœur, la petite sœur a perdu la grande sœur. La petite sœur a cherché la grande sœur. Elle n'a pas trouvé la grande sœur. C'est comme ça, elle retourne au village. Quand elle retourne au village, elle explique au grand-père que non, elle ne sait pas où sa grande sœur se trouve. Le grand-père a dit que un village où vous venez tout le temps passer les vacances, comment ça s'est fait que ta grande sœur s'est perdue? Un jour DMJ, 2 jours, on ne trouve pas la sœur. C'est comme s'ils partent maintenant chez le chef du quartier, chez le chef du village plutôt, excusez-moi. Donc, en allant chez le chef du village, ils ont pris les anciens et tout, ils ont essayé de regarder. C'est comme ça, ils ont dit que non, il y a un vieux qui avait tué un jeune gars dans le village. Et le jeune gars avait demandé au vieux en question qu'il veut la femme. Depuis que le vieux l'a tué, le jeune garçon, là, il ne lui a pas donné la femme. Donc, le fantôme du gars là, avait vu la grande sœur de ma copine là. Il est tombé amoureux. Donc, il a pris la sœur de ma copine pour dire que ce sera maintenant sa femme. Donc, on ne lui donne pas une femme. C'est comme ça, maintenant, le grand-père a commencé à faire le bruit. Et quand vous faites votre sorcellerie dans le village, vous-même cherchez maintenant dans vos familles là-bas les petites filles pour donner aux jeunes garçons que ça veut tuer au village. Parce que moi, je veux ma petite fille. Si dans 4 jours, parce qu'on était déjà au 3e, je suis le 4e jour, ma petite fille ne sort pas, on va brûler le village. Donc, ils ont fait les rituels. Le lendemain matin, la sœur, le fantôme a libéré la grande sœur de ma copine. Donc, c'est pour dire que partout où on met les pieds, il faut souvent dire toujours la prière, que la prière nous accompagne vraiment. Je ne sais pas, quand les vieux là font leur sorcellerie dans le village,
Ce sont les innocents maintenant qui veulent maintenant prendre en captivité. Donc, ils veulent maintenant prendre la sœur, l'enfant d'autrui comme épouse. Parce que la personne qui l'a tué ne lui a pas envoyé la femme. Regarde un peu les choses comme ça là. Donc, c'était ça ma petite histoire. Merci encore. Non, c'est pas un dédé. Donc, merci. Au revoir. Oh. Au revoir. Ok, donc je parlais de l'histoire qui s'est coupée tout à l'heure. Le titre, c'est « Je suis rentrée dans une secte sans le vouloir ». Donc, c'est l'histoire de Manuela qui a fait ses brillantes études au Gabon. Elle a fait ses brillantes études au Gabon. Après, elle a continué après son bac dans un autre pays, hors du Gabon, et elle a voulu rentrer pour travailler dans son pays natal. Donc, en rentrant, elle a eu un stage dans un ministère, dans un vrai ministère, pas n'importe quel ministère. Elle a eu un stage, elle était contente. Donc, elle a commencé le stage pendant 1 an. Au bout d'1 an, au bout d'1 an, elle s'est un peu posé la question que pourquoi je suis toujours en stage alors qu'il y a 3 mois, il y avait des stagiaires qui sont venus et on les a intégrés, ils sont 4 pleins. Et moi, je suis toujours en stage. Pourtant, mon supérieur hiérarchique me félicite tout le temps. Bon, elle était un peu triste, bon, elle a zappé. Non, au bout de 5 mois, je pense que c'était la fête du 1er mai. Ils sont allés fêter ça à la pointe de nuit. Elle s'est confiée à une de ses collègues qui était aussi intégrée, elle n'était pas stagiaire comme elle. On va donner le nom de Brigitte. Donc, elle dit à Brigitte que bon, Brigitte remarque, qu'est-ce qu'il y a Manuela, depuis qu'on est là, les collègues sont en joie, toi tu es dans ton coin, tu n'es pas contente. Elle répond à Brigitte que non, mais je ne suis pas contente, pourquoi? Parce que je suis toujours en stage et tout ça. Et ça fait déjà 1 an et 5 mois aujourd'hui. Les gens qui sont venus après moi ont été intégrés et moi non, je ne sais pas ce qui se passe. Après Brigitte, non, il faut accepter et tout ça, c'est la vie, un jour ça va aller et tout ça. Elle dit, mais ça va aller comment? Le temps passe et l'âge et tout ça. De toute façon, je suis en train de chercher ailleurs. S'il y a une bonne proposition, moi je m'en vais. Brigitte était tellement que tu t'en vas comment? Tu es une bonne stagiaire, on t'aime bien, tout le monde t'apprécie, te félicite et tout ça. Elle dit, mais non, je ne peux pas passer mon temps à être stagiaire dans votre ministère, alors que je peux avoir une bonne offre ailleurs. C'est là que Brigitte a dit, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Au bout d'un moment de la soirée, Manuela se déplace. Elle est partie sur un transat au bord de la mer. Elle allait s'asseoir et regardait maintenant au loin ses collègues regardaient, elle était un peu pensive. Après, elle remarque que Brigitte en question, elle s'est déplacée, elle allait vers le chef de Manuela. Elle allait vers le chef, elle parlait avec le chef de Manuela. Et quand elle parlait, elle regardait vers Manuela. Voilà, elle regardait vers Manuela. Et elle se rend compte que le chef aussi se retourne, il regarde aussi Manuela. Mais celle-là, elle allait raconter quoi à mon chef. Il ne faut pas qu'elle dise que moi je suis en train de déposer mes dossiers ailleurs, hein, parce que moi, moi je me suis confiée à elle. Il ne faut pas qu'elle raconte mes choses. Hein, si vous ne voulez pas me prendre, il faut zapper. Hein. Elle a zappé. La fête est terminée. Maintenant, 1 semaine, 2 semaines après, son chef l'appelle dans le bureau. Il dit à Manuela, non, Manuela, voilà. Brigitte m'a fait part de votre situation, de votre préoccupation. On va voir comment on va faire, vous intégrer et tout ça. Elle a dit, ok, il n'y a pas de souci, merci monsieur. Mais avant le jeudi prochain, j'aimerais que vous fassiez un truc pour moi. Elle a dit, il n'y a pas de souci monsieur. Oh, je voudrais que vous allez quelque part déposer un document. Elle a dit, non, il n'y a pas de problème. Le jour en question, Manuela s'habille, tout ça, le chef a dit que je n'ai pas besoin de venir au travail aujourd'hui, je vais directement à telle place déposer un document. Quand elle part dans une place, c'était comme, on va dire quoi? C'était comme une maison, mais une maison où il y avait des agents qui travaillaient, je ne sais pas comment on appelle ça. Une maison, voilà, dans une barrière et tout ça. Dans un quartier, bon, je ne vais pas dire la sablière, hein, c'est la sablière. Donc, elle part là-bas, elle rentre. Elle voit le gardien, elle voit le réceptionniste, elle dit, bon voilà, je suis venue voir monsieur tel et tout ça, est-ce que je peux déposer un document? Le monsieur a dit, ok, il n'y a pas de problème madame, asseyez-vous, il arrive, il n'est pas encore là. Ok. Elle attend 1 heure, 2 heures de temps, rien.
elle s'est levée un moment, elle va chez le réceptionniste pour demander est-ce que je peux aller aux toilettes, s'il vous plaît. Le réceptionniste lui dit que madame, oui, les toilettes sont au sous-sol. Quand elle part comme ça, DMG, elle part, elle descend les escaliers. Quand elle part, il n'y avait pas de bruit. Hein. Bon, elle entendait les gens chuchoter, mais bon, rien d'alarmant. Quand elle descend les escaliers, elle ouvre la porte. DMG, elle voit tous ses collègues, bon pas tous, bon, la majorité de ses collègues, surtout ceux avec qui elle travaillait dans le même. Elle voit tous ses collègues autour d'une table. Et sur cette table, il y avait un corps humain ouvert. Un corps humain ouvert. Tout le monde avait des cuillères devant lui. Et dans ce corps humain, il y avait du riz dans le ventre. Il y avait du riz dans le ventre. Et le chef regarde la dame Manuela et il dit à la dame, bienvenue, vous êtes intégrée dans le ministère. Mais pourquoi tu ris? Pourquoi tu ris? Là avec nous. Non, parce que ça me dépasse et ça me fait aussi peur. Quand j'ai écouté l'histoire, j'ai dit, ah, excusez-moi. Donc, il dit à Manuela, venez déguster avec nous. La pauvre, elle était obligée d'accepter parce que pour elle, elle avait déjà vu leur secret, donc elle était obligée de déguster. Et aujourd'hui, elle dit au fort que je suis rentrée dans cette secte et c'est pas personne qui me l'a demandé, je suis rentrée juste parce que c'était mon destin, ce qu'elle dit. Voilà, c'était ça l'histoire. C'est pas ton histoire, toi-même, mais c'est l'histoire, c'est que c'est pour ton ami. Et Nancy. Oui, merci. Pas ton histoire, toi-même, là. Dans les commentaires. Non, c'est pas mon histoire à moi-même. Oh. Ok, dans les commentaires. Le monde du showbiz, c'est comme ça, hein. Dangereux, très mal. Rebonsoir, DMG. Bon, rebonsoir tout le monde. Bon, je suis revenue là pour une sensibilisation. C'est une petite histoire, mais qui va sensibiliser. Ça peut passer dans mon entourage. Pour les jeunes filles et les jeunes hommes, en tout cas, qui aiment les fantasmes là. Les fantasmes à faire l'amour en plein air, faire l'amour, on appelle ça comment, au bord des plages. C'est ça l'histoire. Donc, la fille, elle avait rencontré un gars, ils sont allés faire l'amour à la plage. Ils ont fait l'amour à la plage en pleine journée. Donc maintenant, après ça, quelques années plus tard, tout était compliqué dans la vie de la fille. À chaque fois qu'elle rencontre un homme, l'homme est bien, mais après la relation n'aboutit pas. C'était toujours comme ça. Quand elle est avec un homme, toujours, un moment c'est bien. Après, il y a des problèmes. Donc pour elle, elle pensait que c'était déjà ses parents qui la bouffaient ou bien qui mettaient les blocages alors que l'erreur venait d'elle. Donc c'est comme ça. Elle marchait un peu partout. Un jour, elle est allée, je pense, elle avait dit dans une église, hein, je ne sais plus trop. C'est comme ça, là-bas, on lui a fait c'est la consultation que non, tu ne liures pas avec les hommes et pourtant tu es une belle femme. À chaque fois que tu es avec un homme, il sort avec toi. Maintenant, quand il s'agit d'aller officialiser les choses, la relation prend fin. Oh oui. Tu te souviens, une fois, j'avais fait l'amour à la plage. Oh oui, je me souviens. Voilà, mais toi, dans ta tête, tu es en train d'accuser les parents. On vous parle souvent les jeunes qu'il faut éviter les fantasmes. Vous partez toujours faire l'amour partout et tout ça là. Donc, il a fallu faire beaucoup de délivrance parce que l'esprit là, quand l'esprit l'avait vu faire l'amour à la plage, c'était un esprit homme. Il était tombé amoureux. La manière que la fille la faisait l'amour, il était tellement impressionné qu'il est tombé amoureux de la fille. Donc, il avait maintenant collé la fille. Il ne voulait plus partager la fille. Donc, ce qui voulait dire qu'à chaque fois que la fille devait avoir une relation sérieuse, il venait toujours casser la relation parce que pour lui, la fille c'était déjà sa femme. Il ne voulait plus partager cette dernière-là. Donc, il fallait maintenant faire des délivrances pour les séparer. Il fallait faire les délivrances pour les séparer. Parce que s'il n'y avait pas de séparation, elle ne devait jamais
elle ne devait jamais se marier ou bien construire sa vie. Donc, il y a eu des délivrances et tout ça s'est bien passé. Aujourd'hui, elle est mariée, donc elle donne tous les conseils que, les jeunes, il faut souvent maîtriser vos fantasmes parce que les fantasmes là, il y a des répercussions dans le monde spirituel, ça nous détruit les vies, ça nous donne des blocages et après on accuse nos parents. Donc, c'était un peu pour sensibiliser aussi avec la petite histoire. Donc, c'était un peu ça. Merci DMG, merci à tous. Merci beaucoup, Véran, pour l'histoire. Bonsoir, DMG. En fait, je fais la balance aujourd'hui parce que quand je regarde, il n'y a pas tellement d'affluence dans les attentes comme d'habitude. Donc, je me mets au cas où tu as un petit blanc, tu peux me prendre. C'est pourquoi, c'est pour dire aux autres, quoi. C'est pas pour prendre la place, mais c'est pour juste jouer la balance. Tout à l'heure, il y a une jeune dame qui est partie rendre un témoignage par rapport à sa copine qui allait faire des trucs à la plage. Depuis que je raconte les histoires là, je n'ai jamais réellement parlé d'une histoire personnelle. Mais je vais juste faire une petite histoire là, parce que j'ai déjà rendu ce témoignage là sur Facebook à la demande du Saint-Esprit. Donc je vais le partager avec tout le monde ici. En 2014, j'ai été au pays pour les vacances. Donc, on est allé, il y a une grande ville balnéaire, on appelle Grand Laou. Donc, on est parti pour un week-end à la plage avec ma petite soeur, mon chéri, tout le monde. Et la plage était située entre la lagune et la mer. Donc, il fallait traverser la lagune en bateau pour aller sur la plage. Du coup, on se retrouvait, d'un côté, il y avait la lagune et de l'autre côté, il y avait la mer. C'était vraiment un cadre idyllique. Et comme je suis quelqu'un, j'ai peur de l'eau, il y a un petit espace, c'est-à-dire il y a eu un lac naturel qui est formé. Donc, c'est dans ce lac naturel-là qu'on est parti nager. Excusez-moi, hein, je ne suis pas une petite fille, hein, mais c'est pour que tout le monde comprenne. C'est pour rendre un témoignage que je parle. Sinon, je suis une maman. Donc, ayez un peu d'indulgence dans ce que je vais dire. Ça va nous enseigner, nous aider, nous tous. Donc, quand on a fini de faire les festivités et tout, on est allé nager dans ce lac naturel-là. Parce que là-bas, il n'y avait pas de remous. Et dans le lac là-bas, avec mon chéri, on s'est mis à l'aise. Si vous comprenez ce que ça veut dire. C'était en 2014. Il n'y avait personne, on s'est bien mis à l'aise là-bas et tout. C'est là-bas, il y a su même que l'eau n'est pas un conducteur naturel. Bref. Donc, en 2023, je fais un programme de jeûne et prière, je prie avec mon frère et tout. Et puis, il me demande, lui, il est pasteur, il est prophète plutôt, il me demande, qu'est-ce qui s'est passé à Grand Laou? J'avais oublié, je dis, mais non, moi j'ai été à Grand Laou une seule fois. On allait pour un week-end à la plage et tout, mais il n'y a rien eu de spécial qui s'est passé. Il me dit, il faut bien te rappeler, il y a quelque chose qui s'est passé à Grand Laou. J'ai dit, bon, ok, j'ai compris. Et je rapproche, je me triture un peu les méninges et je me rends compte qu'effectivement, à Grand Laou, j'avais fait quelque chose. Donc, je le rappelle, je lui dis, mon brave, effectivement, il y a quelque chose qui s'est passé à Grand Laou. Il me demande, mais, ça glissait pas, oui, c'est ça. Il me demande, mais, qu'est-ce qui s'est passé à Grand Laou? J'ai dit, non, ça là, il ne veut pas te dire. Il me dit, bon, je sais ce qui s'est passé à Grand Laou, mais à Grand Laou, quand tu es parti là-bas, tu es sorti de là-bas avec un esprit. Vous imaginez, de 2014 jusqu'en 2023, il a dit cet esprit-là, je l'ai porté. Ça a eu le temps de gâcher beaucoup de choses dans ma vie et tout ça, parce que je suis allée faire des bêtises à la plage, dans l'eau. Tu vois? Et il me dit que l'Esprit de Dieu lui dit que moi je rende ce témoignage-là. J'ai fait des témoignages sur le spirituel dans un groupe bien connu. Et j'ai été faire ce témoignage-là. Je vais t'envoyer une copie, inbox, tu vas voir. Parce qu'il fallait que je fasse ça pour que j'en sois libérée. Donc, en général, la jeunesse, on a tous des fantasmes. Comme on dit, les fantasmes sont faits d'être pour être réalisés. Et puis après, non. Tout ce qui est permis, tout est possible, mais ce n'est pas forcément utile. Donc, tu t'en vas souiller un endroit. Toi, tu penses que tu es parti, et je comment on appelle ça, tu fais ta life et tout, alors que, au fond, tu t'en vas t'attacher avec des esprits.
Donc, ce que la dame a dit, le témoignage qu'elle a rendu, il est vraiment vrai. J'ai fait des témoignages, mais j'évite de parler de ma propre vie privée parce que tout à l'heure, j'ai ma fille, ma 4e fille qui a 17 ans, qui m'a envoyé un message, me dit, mais maman, toi, tu as fait des lives là, tu fais quoi dedans? Arrête. Et elle me dit, j'ai dit, mais comment tu as su? Elle me dit, c'est dans les pour toi. Bon, tu vois, je ne connais même pas. Elle vient de m'envoyer les messages là, mais il fallait forcément que je rende ce témoignage là. Maintenant, bon, si tu veux, je continue maintenant sur le témoignage que je voulais rendre, hein, ou bien je remonte après. Je vais prendre le témoignage de la mauvaise voisine. C'est-à-dire, c'est une dame que je vais nommer Inès. Inès, c'est en Côte d'Ivoire, ça s'est passé en Côte d'Ivoire ici. En Côte d'Ivoire là-bas plutôt. Donc, Inès, elle vivait dans une cour commune, c'est-à-dire, elle travaillait chez des Libanais. Donc, elle a fait plusieurs années de travail chez un Libanais et du jour au lendemain, elle se fait licencier. Elle n'a pas fait de faute, hein, mais le Libanais dit non, il n'a plus besoin de la licencier et puis lui donne comment on appelle ça, des droits au minima. Donc, la femme, elle est découragée, elle vient s'asseoir à la maison et puis, l'argent qu'on lui a donné là, sa grande soeur qui est au village à Danané, lui dit, mais chez nous à Danané ici là, il y a les produits vivriers. C'est que vous appelez les belles, je ne sais pas si c'est belles en salam ou bien un truc comme ça là. C'est que, donc sa soeur lui dit, va en salam ou bien je ne sais pas quoi là, les grossistes de nourriture là. Sa grande soeur l'appelle pour lui dire, bon, chez nous à l'ouest là-bas, il y a vraiment beaucoup de vivriers et tout. Donc si sa soeur veut faire un business avec elle et puis d'un commun accord, les deux commencent le business. C'est-à-dire, Inès, elle fait partie de l'argent de sa soeur, puis sa soeur achète des nourritures en gros qu'elle charge dans les cars. Et Inès, très tôt le matin, elle réceptionne. Mais au pied du car, là, les maraîchères, là, les femmes qui vendent au détail, là, sont là. Donc, elle récupère toute la marchandise et puis, ça s'en va. Et elle se rend compte au bout de quelques mois que mais le business était tellement juteux qu'elle a regretté même ces 10 années qu'elle a passé à travailler avec ce Libanais-là. Donc, ça a commencé à marcher de telle sorte qu'elle a dû engager sa nièce. Elle a même dû mettre son mari aussi à contribution. Et ces demandes étaient trop. Donc, un matin, Inès se réveille. Elle a un petit bouton sur le doigt. Elle n'en fait pas vraiment cas. Elle continue, elle va au travail, elle va faire son commerce et elle revient. Et le bouton, au fur et à mesure, ça s'aggrave. Ça devient panariche. Elle va à l'hôpital. Les gens font le médecin traite, mais zéro. Ça a pris jusqu'à le bras entier de la dame est enflé. Donc, elle ne pouvait plus aller au marché, mais son mari et sa nièce pouvaient partir. Donc, comme son mari et sa nièce pouvaient la seconder, le bras s'est tellement enflé, c'était tellement aggravé que tout l'argent que Inès avait entrait dans les soins. Ça rentrait dans les soins. Donc, un matin, elle allait à l'hôpital et puis sa voisine, une béninoise, vous savez, les béninois chez nous là-bas, ils font beaucoup, ils font le vaudou. Et sa voisine l'a appelée, elle lui a dit, ton bras là, c'est pas simple. Mais vous les Ivoiriens, quand on va vous dire quelque chose, c'est pour faire devenir palable. Mais sinon, la personne qui t'a fait ça là, n'est pas loin de toi. Donc la dame, elle a dit, mais si tu sais que je peux me dire, elle a dit, non, moi je ne veux pas que mon nom s'égale dans le quartier ici là. Seulement ce que je peux te dire, c'est que la personne qui a fait là, n'est pas loin de toi. Et la situation s'est tellement aggravée que finalement, elle a tout dépensé, elle n'avait plus de fonds de commerce. C'est dans ça, une amie vient lui dire, ah, je connais un homme de Dieu, on va aller le voir. Donc, elle dit, ah, je n'ai plus rien, j'ai que 1000 francs. Elle dit, non, allons quand même le voir. Donc, elles vont voir l'homme de Dieu et tout, puis le monsieur fait des prières, il lui donne des actions prophétiques à poser dans sa maison. Cet homme de Dieu a la particularité, il ne prie pas trop, hein, il te dit, voilà, fais ça, toi-même, Dieu va te révéler ce qui est derrière toi. Donc, elle est venue, c'est que l'homme de Dieu lui a donné la prière, elle a aspergé la maison, tout. Au moment où elle veut dormir, elle fait la sieste, elle voit dans son rêve, les gens la poursuivaient avec des barres de fer et tout. Donc, elle fuyait. Donc, à un moment donné, elle a vu une maison inachevée, elle rentre dans la maison, et puis elle se met en bas d'une fenêtre, et puis la voix lui dit, regarde. Au moment où elle regarde, elle voit que ceux qui la poursuivent là,
c'est sa voisine dans la même cour commune, la voisine, c'est-à-dire la grande sœur de celle qui l'a envoyé voir l'homme de Dieu. C'est sa voisine là. Donc après, ils ont dit non, on la voit. Quand ils l'ont vu, maintenant elle s'est échappée encore, elle est partie. Elle s'est cachée dans un puits. Elle s'est cachée dans un puits. Après, elle voit que y a la dame encore vient à la margelle du puits, là, elle la regarde. Quand elle la regarde, en même temps, il y a une barre de feu qui apparaît dans sa main. Et puis la voix lui dit, tape là. Elle dit non, il dit si tu la tapes pas, parce que là, si elle te voit, elle va te tuer. Donc, elle s'est réveillée. Elle se réveille. Elle voit, elle sort de la cour, là où elle a tapé la femme dans le rêve là. Quand elle se réveille le lendemain matin, elle voit que sa voisine est là. Là où elle a tapé dans le rêve là, la partie de la femme là est enflée. La partie est enflée. Donc elle va voir l'homme de Dieu et puis elle lui explique. Il lui dit non, il faut continuer à prier. Elle continue les prières. Une autre fois encore, dans le rêve maintenant, c'est comme si sa grande sœur lui avait envoyé du riz local du village. Et le riz local là, quand sa grande sœur lui envoie, elle fait 1 kilo, puis elle distribue à toutes les portes de la cour. Donc, elle va voir cette voisine-là qui l'a attaquée dans le rêve-là. Et puis, elle lui tend, pendant qu'elle voulait lui donner le sachet de riz, la voisine en question tenait de faire la lessive. Donc, elle dit, quand elle tend son sachet de riz à la dame tire sa main et elle tombe dans la bassine d'eau et elle commence à l'appuyer. Elle dit, elle se débat, et puis elle se lève. Et puis, la femme lui dit, quand toi, tu es venu dans la cour ici, là, tu as vu qu'aucune des femmes de cette cour ne travaille. Toi, tu vas travailler chez le Libanais là-bas. Je t'ai fait renvoyer. Ça ne t'a pas suffi. Tu viens maintenant, toi, tu vas être commerçante dans le secteur que moi, je maîtrise dans ma cour. Toi, tu vas venir me rivaliser. Tu n'as pas compris? Donc, voilà ce que sa voisine lui a dit. Donc, elle, maintenant, elle a continué les prières et puis elle a guéri. Maintenant, sa voisine est tombée malade. C'est pour dire quoi? C'est à répétition. Mais ce monde-là n'est plus ce qu'il était. Ce monde-là n'est plus ce qu'il était. Ou bien il n'est pas ce qu'il paraît être. C'est pas comme avant, on disait, pour que le sorcier te tue, il faut qu'il soit de ta famille. Non. Maintenant, c'est le rachat. Ils s'achètent entre eux. Qu'est-ce que je veux dire? Si toi, par exemple, dans ta famille au Cameroun, comme ça, là, ta famille, même dans ta famille, on veut te tuer, qu'est-ce qu'ils font? Ils placent une puce sur toi. Et cette puce-là, partout où tu vas, dans les 4 points cardinaux dans ce monde-là, tu as cette puce qui te dit, voilà une victime potentielle, bien voilà un appât potentiel. N'importe quel sorcier de cette planète se connecte à toi et il joue le travail de tes parents. Parce que tes parents ont déjà ils t'ont mis en vente. Tu es aux enchères. Tu es une victime désignée. Il faut prier. Si tu as ton type ton petit truc que tu connais, tes ancêtres que tu connais, moi comme c'est Jésus, je connais, c'est Jésus, je parle. Moi-même, ma famille aussi, j'ai un côté musulman, donc je peux parler de l'islam. Mais celui qui connaît son petit, qu'il connaît, qu'il peut faire, en qui il a confiance et qui ne va pas lui porter après préjudice, il n'a qu'à faire. On ne peut plus marcher sur cette terre-là comme mouton sans propriétaire. Parce que les temps sont sales, les temps sont durs et les gens sont aux aguets. Donc voilà. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. En paix.